Florian, c'est à toi. Merci beaucoup. Tout d'abord, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous. Je remercie les organisateurs de la Fondation et également ceux de la chaire pour cette opportunité qu'ils me donnent de pouvoir présenter cette question reliée aux lignes urbaines et également pour l'organisation de ce webinaire. Alors, j'ai choisi ce sujet parce que c'est à la fois un sujet qui me semble pertinent au vu de l'actualité, de l'engouement qui est porté autour de l'économie circulaire et puis aussi, évidemment, éventuellement, autour des questions de rupture d'approvisionnement qui ont lieu actuellement sur la guerre en Ukraine. Donc, ça pose un certain nombre de questions. Et donc, j'ai choisi un titre qui est délibérément un petit peu provocateur, qu'il s'agissait de « Les mines urbaines sont-elles vraiment un Eldorado ?» Alors, un Eldorado économique, un Eldorado environnemental. Donc, c'est la question que j'ai choisi de me poser aujourd'hui. Donc, je vais essayer de retransmettre dans les grandes lignes les quelques conclusions auxquelles je suis parvenu jusqu'à aujourd'hui. Alors, les informations, elles restent quand même parcellaires. Donc, évidemment, beaucoup de choses restent à faire. Et d'ailleurs, c'est tout l'enjeu de cette chaire avec un axe sur l'économie circulaire. Alors, je voudrais commencer par quelques éléments de contexte et en particulier, je voudrais débuter avec 4 faits saillants qui sembleraient révéler un paradoxe. Alors, je voudrais essayer de le transmettre au travers de ces 4 slides. Tout d'abord, quand on observe un petit peu la presse, et notamment la presse parlait d'économie circulaire, de recyclage, de mines urbaines, on a parfois l'impression que finalement, c'est une opportunité qui est immanquable dans la mesure où quelque part, il suffirait de se pencher, j'exagère à peine, pour pouvoir aller récupérer les métaux dans nos décharges. Et ça, c'est quand même, voilà, ça serait une superbe opportunité et on n'aurait qu'à la saisir et ce serait évidemment extrêmement facile. Deuxième élément de contexte qui je trouve particulièrement optimiste, c'est qu'aujourd'hui, il semblerait qu'un certain nombre d'acteurs des mines urbaines semblent faire jeu égal avec les mines primaires. Et ça contraste particulièrement avec ce qui était le cas au début du XXe siècle, où en fait le recyclage était encore très peu développé, du moins relativement à la production primaire. Donc là, j'ai pris un exemple, c'est un exemple parmi d'autres, c'est en fait une usine d'extraction des métaux. Alors, une myriade de métaux qui a lieu en Belgique et qui est en fait organisée par Umicore. Alors, je vous ai donné ici les chiffres de 2007 parce que Umicore communique assez peu les volumes et les tonnages régulièrement. Mais cette usine, elle traite 350 000 tonnes par an de métaux qu'elle réussit à extraire à partir des flux de déchets électriques et électroniques. Et ça représente dans la variété 30 tonnes d'or, 37 tonnes de platinoïdes, 1000 tonnes d'argent et 68 500 tonnes d'autres métaux. Et quand on replace, par exemple, l'extraction de cette usine qu'elle parvient à réaliser grâce aux déchets électriques et électroniques d'Europe, ces 30 tonnes d'or, ça paraît peu, mais en fait, ça la placerait dans le top 3 des mines d'or mondiales. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas anodin. Et donc, ça semblerait montrer l'importance finalement de l'essor des mines urbaines et puis des acteurs des mines urbaines qui pourraient faire jeu égal avec les plus grandes mines primaires mondiales. Le troisième fait saillant qui me semble intéressant de noter, c'est évidemment le fait que les mines urbaines et au travers des mines urbaines, le recyclage semble extrêmement prometteur sur le papier, du moins d'un point de vue théorique, avec toutes les myriades de co-bénéfices qui sont associés au recyclage, en particulier les questions d'économie d'énergie que je vous ai présenté ici, qui sont un rapport de la section environnement et matières premières de l'ONU, l'UNEP, qui présente en fait les gains d'efficacité énergétique qui peuvent être obtenus grâce au recyclage en moyenne. Donc, c'est basé sur un certain nombre d'études et notamment d'études d'analyse de cycle de vie. Et ce qu'on observe, c'est que les gains ils sont substantiels, notamment pour la plupart des métaux de base, mais même un certain nombre de métaux précieux. On voit par exemple pour l'aluminium, on peut avoir des gains de l'ordre de 90 à 97% d'économie d'énergie relativement à l'uranium, à l'aluminium primaire. Et puis ces gains, ils peuvent être plus faibles, notamment dans le secteur de l'acier. On descend à 70 à 75% d'économie d'énergie par rapport au primaire, mais ça reste quand même évidemment des chiffres extrêmement intéressants. On a évidemment d'autres co-bénéfices. Alors, on pense évidemment aux gaz à effet de serre qu'on évitera évidemment à la fin de vie en utilisant des métaux recyclés au lieu de métaux primaires.
notamment en grande partie parce qu'on économise de l'énergie, mais pas que. On a des questions liées aux déchets qu'on va éviter en aval de la chaîne de valeur, hein, puisque tout ce qu'on va recycler, qui va probablement substituer les métaux primaires, c'est autant qu'on n'aura pas à gérer dans nos décharges. On sauvegarde l'environnement, puisque associé à ces décharges, on a aussi un grand nombre d'externalités négatives qui potentiellement ne seront pas à gérer du fait du recyclage. On économise de l'espace. Et puis, peut-être un autre co-bénéfice particulièrement qui fait écho avec l'actualité, notamment au travers des problèmes d'approvisionnement et de volume que rencontre l'Europe, c'est la hausse de l'indépendance géopolitique, parce que tout ce qu'on va parvenir à recycler et qui nous permettra de substituer pour partie en fait, nos approvisionnements en métaux primaires, nous permettra effectivement d'accroître notre indépendance vis-à-vis des importations de métaux primaires qui, pour l'Europe, ont lieu principalement à partir d'autres pays en dehors de l'Europe, parce que l'Europe est aujourd'hui très peu indépendante du point de vue de la production de métaux. Et quatrième peut-être fait saillant, c'est qui rentre en totale contradiction avec ce que je viens de dire, c'est que finalement, on a ici trois faits que j'ai énoncés qui sont extrêmement optimistes. Et pourtant, quand on regarde la réalité des faits, et donc ça c'est idem, c'est une étude, un rapport de la section UNEP de l'ONU, qui commence à dater, mais les derniers chiffres montrent que ça n'a pas totalement changé, qui montrent qu'en fait, le diable se cache dans les détails, c'est-à-dire qu'ici, vous avez le taux de recyclage en fin de vie des différents types de métaux. Et ce qu'on observe, c'est que ce taux de recyclage en fin de vie va être extrêmement variable. Il va être relativement important pour moi, ce que j'appelle les métaux de base et les métaux ferreux, donc des métaux qui sont produits en grande quantité, qui assurent finalement les fondations de notre système économique, notamment au travers des infrastructures, de l'essentiel du poids en fait de nos produits lorsqu'ils utilisent des métaux. Donc on pense notamment évidemment au fer au travers de l'acier, on va avoir le chrome, le cuivre, le zinc, etc. Et puis on a également les métaux précieux qui sont à peu près dans la même situation. Donc là-dedans on a l'or, l'argent, et puis ce qu'on appelle le groupe des platinoïdes, donc platine, palladium, etc. Et ce qu'on voit, c'est que ces deux groupes-là, en fait, sont extrêmement bien recyclés, du moins ont un taux de recyclage qui est différent de zéro, qui est supérieur à 50%. Et à contrario, on a un troisième groupe. Alors, ce groupe, il a fait beaucoup de vagues depuis 3-4 ans. On appelle ça les métaux rares ou métaux mineurs. Ce groupe-là, en fait, il est assez hétérogène, mais il a quand même un point commun, c'est que tous ces métaux-là sont caractérisés par des taux de recyclage extrêmement bas. Et quand je dis extrêmement bas, c'est que ce qu'on observe à travers de ce rapport, qui est basé sur une étude de Gradle et Hall un petit peu avant, en 2011, ça montre qu'en fait, les taux de recyclage sont proches de zéro, du moins inférieurs à 1%, ou mieux situés dans la tranche des 1 à 10% de taux de recyclage. Donc, c'est quand même extrêmement étrange d'observer finalement à la fois la presse, mais un ensemble de co-bénéfices associés au recyclage, et pourtant, il semblerait qu'on est loin de tout recycler pour les catégories de métaux qu'on recycle mieux, et plus encore, pour les métaux mineurs, on les recycle quasiment pas. Alors, comment essayer d'expliquer ce paradoxe, du moins d'essayer de porter des éclairages pour expliquer cette différence? C'est ce que je vais m'efforcer de faire, et en apportant la réponse à cette question, ça va permettre de montrer aussi que les mines urbaines, elles ont évidemment un rôle à jouer, évidemment, mais que ça va probablement être une longue route semée d'embûches, et qu'il va falloir identifier, donc là, pour le coup, la recherche a quelque chose à apporter, il va falloir identifier les obstacles qui se dressent entre finalement cette situation des métaux mineurs qui n'est pas du tout recyclé, et puis la généralisation peut-être du tout recyclage si elle se pose. Alors, le plan de cette présentation, déjà, je vais essayer d'expliquer ce que c'est que la mine urbaine, au moins proposer des définitions possibles qui ont été évaluées dans la littérature. Ensuite, je vous montrerai pourquoi, finalement, la question des mines urbaines, elle se pose aujourd'hui dans le contexte actuel. Qu'est-ce qui nous amène, finalement, à mettre en avant ce concept de mine urbaine. Et ensuite, on fera un focus en se
on fera voilà, un zoom sur une catégorie particulière de produits qui sont les déchets électriques et électroniques. Pourquoi j'ai choisi ces produits? Je serai amené à vous l'expliquer. Déjà, moi, je suis un spécialiste plutôt de la question des métaux. Le recyclage dispose évidemment pour d'autres catégories de matières premières, comme les plastiques, le carton, le papier, etc. Mais j'ai décidé évidemment de me focaliser sur ce que je connais le mieux, c'est-à-dire les métaux, et de prendre une catégorie qui, justement, va nous permettre de répondre à cette question de pourquoi on observe des différences si importantes de taux de recyclage en fin de vie selon les différentes catégories de métaux. Alors, qu'est-ce que la mine urbaine? Alors, déjà, je me suis rendu compte en épluchant à la fois un petit peu la presse, mais aussi la littérature, c'est que la définition, elle est loin d'être complètement standardisée et complètement, surtout, stabilisée. Donc, par exemple, si je prends l'encyclopédie.fr, qui est une source assez commune, hein, j'ai évidemment pas de littérature scientifique, ils évoquent la mine urbaine comme une masse de déchets électroménagers dont on peut extraire par des procédés physiques et chimiques des matières premières qu'ils contiennent. Donc, il semblerait, à la vue de cette définition, déjà que ça ne concerne pas l'ensemble des produits qu'on va pouvoir collecter et recycler, mais plutôt l'extraction de matières premières à partir d'une catégorie de produits assez restreinte. Ce que semble nous confirmer une autre source qui nous dit que ça nous renvoie à des déchets particuliers qui semblent contenir des valeurs plus importantes de matières premières. Donc là, à nouveau, l'idée de la mine urbaine, il semblerait que ce n'est pas de collecter et de recycler absolument la totalité des volumes de déchets. On va au contraire se focaliser sur des déchets qui sembleraient contenir des valeurs économiques de matières premières plus importantes. Alors, l'idée de la notion de mine urbaine, c'est aussi de renverser ce concept de déchets pour faire des déchets une ressource. Et c'est pour ça qu'on a essayé de renverser, de réutiliser ce terme de mine. C'est qu'on souhaiterait montrer que nos décharges, en fait, pourraient être considérées comme des mines si jamais ils contenaient des concentrations, des occurrences en termes de métaux et puis d'autres types de matières premières suffisamment intéressantes pour mettre en œuvre des procédés d'extraction comme on le fait dans les mines primaires. Alors, une autre étude, cette fois-ci scientifique, de Kazansoğlu et Hall, qui a été publiée en 2020, nous explique que le terme il apparaît à peu près au début des années 2000 pour s'opposer notamment à la classification qui a lieu jusqu'alors, qui en fait oppose d'une part ce qu'on appelle la production primaire, c'est-à-dire extrait de l'environnement. On va aller chercher en fait des métaux dans des mines, dans des gisements qui sont suffisamment concentrés. Et cette extraction minière, elle s'oppose à une production dite secondaire. Alors le terme secondaire, il est là, et pas pour rien en fait, hein, il est là pour montrer que c'est secondaire en importance. Et ça, c'est en fait l'histoire du recyclage jusqu'au milieu des années du XXe siècle, hein, voire c'est déjà pas le cas pour la part des métaux mineurs, hein, comme je l'ai rappelé. Le secondaire va vraiment prendre de l'essor à partir du milieu du XXe siècle pour les métaux de base. Et justement, ce terme de mine urbaine, il arrive là pour justement mettre en avant cet essor et montrer que le recyclage, il n'est plus du tout secondaire, il peut apporter une contribution non marginale dans le cas de plusieurs métaux, et des métaux qui ont une importance notoire comme l'aluminium, le cuivre ou l'acier. Et puis, ce même article, il définit la mine urbaine comme la récupération de matières premières secondaires, cette fois-ci dans les bâtiments, les infrastructures, les produits de consommation, dans les décharges et les points d'accumulation de gravats. Donc, on voit ici qu'on a une définition beaucoup plus large que celle qui nous est donnée par l'encyclopédie.fr, où là, en fait, on évalue la possibilité d'aller extraire des matières premières, non plus dans une catégorie très restreinte de produits de consommation qui vont contenir, on va le voir, quand même, des concentrations intéressantes de métaux, mais cette fois-ci, dans l'ensemble des déchets produits par nos sociétés économiques. Alors, pourquoi la mine urbaine? Alors, dans cette seconde partie, je vais essayer de vous montrer pourquoi finalement cette notion de mine urbaine, et en parallèle avec la question, le concept d'économie circulaire, il trouve auprès du grand public, mais aussi auprès des entreprises et puis des chercheurs, un écho qui est de plus en plus important. En fait, on va voir qu'il y a une convergence de contextes qui vont faire que ce concept de mine urbaine, il semble intéressant
pour parer à un certain nombre de situations. Alors, le contexte global déjà, et ça pour le coup, ce contexte n'est pas particulier aujourd'hui, hein, il s'inscrit dans le début de la révolution industrielle jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on voit, c'est que de fait du développement démographique, mais surtout du développement économique, hein, de l'augmentation du PIB par habitant, tout ça en fait entraîne pour l'instant, dans les circonstances actuelles, une augmentation exponentielle de la consommation. Alors là, je vous ai donné un certain nombre d'indices qui suivent la consommation de cuivre, la consommation d'énergie, et puis la consommation de matières premières agrégées, proposée notamment par Grossman et Hall, qui est une étude de référence en termes d'études de flux de matières premières. On voit que tout ça, en fait, suit grosso modo l'évolution du PIB mondial, et cela depuis le décollage, du moins la montée de taux de croissance significativement différents de zéro depuis le début de la révolution industrielle. Donc cette course, cet emballement, il est visible depuis le 19e siècle, enfin le début même de la révolution industrielle, mais il s'accélère depuis 1950. On observe par exemple, et c'est ce qu'on observe sur le graphique de droite, en haut à droite, vous avez ici le bilan en termes d'empreinte matière pour l'ensemble du monde entre 1970 et 2017. Donc on voit qu'on extrait de plus en plus de matières premières de l'environnement, tout type de catégories de matières premières, de la biomasse, des minéraux non métalliques, des métaux, des énergies fossiles, tout ça augmente. Et ce qu'on voit, et ce qui est peut-être encore plus inquiétant, c'est qu'on est loin de s'orienter vers un monde plus soutenable qui reposerait davantage sur des ressources renouvelables. Je parle en termes de matières premières, je ne parle pas d'énergie renouvelable, je parle de ressources renouvelables en termes de matière. On voit que c'est la partie verte, et cette proportion de matières premières renouvelables est en diminution dans le mix total de l'empreinte matières premières. Les ressources renouvelables, elles pesaient 26% de l'empreinte matière totale, 33% en 1970, et elles ne pèsent plus que 26% en 2017. Donc non seulement on extrait de plus en plus de matières premières de l'environnement, mais en plus, on repose de plus en plus sur des ressources qui sont épuisables. Donc ça, c'est quand même un fait important. Deuxième chose, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas caractéristique des grandes catégories. Quand on observe l'ensemble des matériaux, donc là, je vous ai un peu donné la croissance annuelle moyenne par type de ressources sur 1950-2010, ce qu'on voit, c'est que tout augmente, sans aucune distinction. On a pour l'instant un couplage entre la croissance de l'économie et la consommation, l'extraction de matières premières. Tout ça augmente assez rapidement, bon an, mal an. Alors, on a des choses qui augmentent plus vite que d'autres. Par exemple, le plastique, la croissance annuelle moyenne, c'est 9,20% par an sur cette période. Mais vous voyez qu'en termes agrégés, on est quand même sur une croissance de presque de 4% sur 1950-2010. Donc, c'est une croissance importante. Et évidemment, cette extraction croissante de ressources, elle va générer potentiellement des tensions de différentes natures. Et la mine urbaine, ça peut être vu dans ce contexte comme une façon potentielle, je n'ai pas dit la solution, mais un levier d'action pour potentiellement atténuer ces tensions. Alors, ces tensions, on peut utiliser différents indicateurs. Les questions des ruptures d'approvisionnement, évidemment, qui se posent dans le contexte un peu particulier géopolitique d'aujourd'hui, c'est une forme de tension. Mais même quand vous regardez en fait, les indices de prix, on voit qu'on est dans le cycle haut des prix des matières premières. Alors, ce cycle, effectivement, il y a des cycles qui existent dans les prix des matières premières. Vous avez ici les prix réels, c'est-à-dire les prix où on a retiré en fait l'inflation, donc c'est tiré des données de la Banque mondiale, pour différents types de catégories de matières premières, l'énergie, les métaux et les minéraux, et puis les métaux précieux. On voit que depuis l'envolée, le boom du prix des matières premières des années 2000, on est quand même dans un cycle haut du prix réel des matières premières. Donc tout ça, en fait, a quelque part réamené les projecteurs sur la question des ressources qui avaient été, du moins dans la littérature scientifique, un peu mis de côté depuis la question des contre-chocs pétroliers, qui avait quelque part poussé les chercheurs à s'intéresser plutôt à la question des déchets et de la pollution plutôt que celle de la disponibilité des ressources naturelles. Et donc, du fait de l'emballement des prix, de la remontée des prix, à nouveau, on commence à retrouver un écho sur la question des ressources naturelles.
Alors évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que l'environnement ne joue pas un rôle important, c'est une problématique urgente, mais elle est aussi connectée à cette question des ressources, puisqu'il y a un certain nombre de rapports qui montrent qu'en fait, c'est les deux faces de la même pièce, puisque pour extraire des ressources, il nous faut de l'énergie. Et donc, évidemment, on pollue pour pouvoir extraire et transformer ces ressources. Donc, j'ai trouvé un certain nombre de chiffres différents, mais les ordres de grandeur sont quand même non négligeables. Donc, Smil, un historien assez reconnu sur les questions énergétiques, a publié un ouvrage sur les matières premières en 2013, et il estimait à peu près à 20% de la production d'énergie primaire mondiale qui est dédiée exclusivement à l'extraction et la transformation des matières premières. Donc, on voit que c'est quelque chose d'absolument non négligeable. Et évidemment, ces questions de déchets et de pollution se posent différents types de problèmes. Donc ici, vous avez la génération de déchets en milliards de tonnes. On est à peu près, vous voyez, en 2010, à peu près 10 milliards de tonnes de déchets évacués par le système anthropocène du fait de l'arrivée en fin de vie des différents types de produits. Ces 10 milliards, ils restent petits au but de l'extraction. Je ne vous ai pas donné le chiffre, mais par exemple, sur l'année 2021, on a extrait 100 milliards de tonnes, ça c'est l'empreinte matière maintenant, aujourd'hui, 100 milliards de tonnes de l'environnement. Et comme c'est en fait, ces flux rentrent dans l'économie et sont stockés justement pour délivrer du service économique, et bien aujourd'hui, les déchets évacués sont encore relativement petits, relativement à l'extraction de l'environnement, mais ils sont quand même non négligeables. On voit que les différents types de matières premières n'ont pas les mêmes importances. Et puis, on a aussi évidemment la question des gaz à effet de serre qui se pose. Alors, les gaz à effet de serre, ce n'est pas uniquement imputable à la question des ressources naturelles extraites, mais comme je vous l'ai rappelé auparavant, ça peut jouer un rôle non négligeable. Alors, j'ai assisté à une présentation tout récemment qui a été donnée par Circle, qui est une entreprise qui cherche à mettre en commun en fait, des entreprises qui génèrent des déchets et d'autres qui les réutiliseraient. Ils ont évoqué un chiffre justement qui disait qu'aujourd'hui, le taux de recyclage, enfin le taux d'incorporation de matières premières recyclées dans la production totale des produits, c'est à peu près un peu plus de 9%. Et si on doublait ce taux d'incorporation des matières premières recyclées dans la production économique mondiale, ça pourrait nous permettre de rentrer dans les accords de la COP21. Donc ça, c'est leur calcul. Et ça montre peut-être que en fait, cette question des ressources, du recyclage, elle rentre complètement quelque part en écho avec la question aussi des déchets et de l'environnement et de la pollution. Puisque ces ressources, comme je vous l'ai dit, nécessitent de l'énergie et génèrent potentiellement un certain nombre d'externalités en amont et en aval lors de leur extraction, lors de leur usage et lors de leur gestion en fin de vie, ben en fait, quelque part, mettre de côté un petit peu cette question de l'extraction primaire pour dépendre davantage du recyclage qui est en moyenne moins énergivore, ça peut nous permettre aussi de faire d'une pierre deux coups et de parer en partie aussi à la question des gaz à effet de serre. Et troisième contexte, c'est évidemment, c'est peut-être un avantage, en tout cas c'est quelque chose qui mérite d'être souligné, c'est que du fait de cette consommation exponentielle auquel on assiste depuis le début de la révolution industrielle et le fait également qu'il ne faut absolument pas percevoir aujourd'hui l'économie linéaire comme quelque chose qui extrait des matières premières de l'environnement, qui les utilise et ensuite immédiatement les rejette. En fait, ces matériaux, pour un grand nombre de produits, vont être stockés pendant une très longue durée dans l'économie, ce qui fait qu'en fait, on va accumuler des stocks de matières premières en utilisation qui délivrent du service économique. Donc, je pense notamment aux infrastructures. En fait, on a mis des millions de tonnes de cuivre qui sont stockées dans l'économie, qui remplissent un service économique et qui ne vont pas tout de suite être évacués dans l'environnement. Et ça, c'est important parce que ces stocks en usage, je ne sais pas si vous vous souvenez du chiffre des 100 milliards de tonnes qui sont extraites l'an dernier d'une part de l'environnement. Il y a une étude assez récente de Grossman et Hall qui a fait ce calcul et ils ont essayé de regarder quel est le stock de matières premières en usage dans l'économie mondiale. Et ce stock, il est évalué à peu près à 800 milliards de tonnes. Vous voyez que c'est un facteur 8. C'est-à-dire qu'en fait, les flux, quelque part, sont beaucoup plus petits que les stocks. Et en fait, il va falloir de plus en plus se poser, imaginer les systèmes économiques en termes de stock et non pas en termes de flux, parce qu'en fait, c'est bien les stocks qui jouent l'essentiel des rôles, à la fois pour délivrer du service économique,
Mais surtout, si on veut être mieux à même de gérer la question du recyclage, il va falloir vraiment visualiser aussi les choses comme des stocks. Et pour vous le montrer, notamment pour voir les enjeux et l'intérêt que peut avoir le mine urbaine, je vous ai fait un focus sur la question du cuivre. Je vous ai montré un peu les ordres de grandeur pour le cuivre. Donc pour le cuivre, les réserves identifiées par l'Institut géologique américain au niveau mondial, aujourd'hui, c'est 630 millions de tonnes. Et on voit que ce qui est en usage directement dans le système économique, donc qui serait potentiellement disponible dans le futur, c'est 356 millions de tonnes. Donc on voit ici qu'en fait, du fait qu'on a accumulé des métaux dans l'anthropocène, dans l'anthroposphère, devrais-je dire plutôt, en fait, ces stocks, ils jouent un rôle non négligeable et surtout, ils ont une importance qui n'est plus du tout marginale par rapport à même ce qu'on trouverait accessible d'un point de vue économique dans l'environnement, notamment au travers des mines. On voit également que les déchets accumulés dans nos décharges et dispersés dans l'environnement, du fait de notre non-gestion finalement de la fin de vie de ces stocks, c'est 207 millions de tonnes pour le cuivre. Donc là, on voit aussi que c'est un peu la photographie de notre échec passé pour gérer de façon efficace cette question du cuivre en fin de vie. Et on voit que les flux, je vous les ai mis, c'est les petites cases en bas à droite, les flux en fait sont tout petits par rapport à ces stocks. Ici, vous avez 16 millions de tonnes en 2010, c'est le flux extrait à partir de la géosphère de mines de cuivre primaire. Grosso modo, c'est le cuivre qui vient des mines. 6 millions de tonnes, c'est le cuivre qui arrive en fin de vie, c'est une partie des 356 millions de tonnes chaque année, il y a une partie qui est évacuée parce qu'il arrive en fin de vie du cuivre. Donc ce cuivre, pour partie, 6 millions de tonnes, il va être dispersé dans l'environnement, c'est le flux qu'on ne va pas gérer, qui va potentiellement être collecté, mais pas recyclé. Et vous voyez que ce qu'on recycle, effectivement, c'est la petite partie verte, c'est 4 millions de tonnes, et on voit que c'est la plus petite partie. Donc on voit que même pour le cuivre, il y a encore du chemin à parcourir pour que non seulement le cuivre puisse substituer, donc le cuivre en vert puisse du moins partiellement substituer le cuivre en rouge et le flux d'extrait primaire. Et surtout, on voit que potentiellement, l'essentiel de la question, elle se pose sur le stock qui est en usage, qui a un énorme volume et qu'il va falloir gérer de façon efficace pour pouvoir éviter qu'il se retrouve dans la case grise et qu'on puisse aussi substituer la question des mines primaires. Alors, puisqu'on parle de contexte, il faut évidemment parler des mesures. Je vous ai donné ce que c'est qu'une définition de la mine urbaine. Je vous ai assez peu parlé de comment on va mesurer cette question du recyclage. Et pour le coup, ça me semble vraiment important parce qu'on parle souvent de taux de recyclage de façon générale, mais en réalité, vous avez une myriade de mesures du taux de recyclage. Et donc, pour être mieux à même de se comprendre, je vais vous proposer 4 mesures différentes qui sont les plus populaires, qui sont d'ailleurs pas substituables, hein, elles jouent toutes un rôle intéressant, elles sont complémentaires, mais c'est important qu'on se mette d'accord sur ce qu'on mesure en termes de taux de recyclage. Alors le premier taux, je vais l'appeler le taux de collecte en fin de vie, c'est le rapport entre ce qui parvient en fin de vie en termes de, par exemple, d'éléments, donc les quantités, le flux de cuivre qui parvient en fin de vie pendant une période, donc par exemple pendant un an, sur l'année 2022, on va avoir des quantités de cuivre qui vont être évacuées par l'anthroposphère. Et ce flux-là, il va être partiellement collecté. Donc, on fait le rapport entre ce qui, effectivement, est en rouge et va être collecté et ce qui, finalement, ne sera pas collecté, finira soit directement dispersé dans l'environnement, soit ira dans les décharges. Donc, ce taux de collecte, il n'est évidemment pas de 100%, il va varier selon les catégories de produits, selon les éléments retenus, mais on collecte évidemment qu'une partie déjà de l'élément qui parvient en fin de vie. Ajouté à cela, c'est le taux d'efficacité du recyclage, et donc ça, on s'intéresse plutôt à la partie encore en aval, c'est sur tout ce qui est collecté, donc le flux qui est collecté, donc qui parvient grossièrement, je schématise, hein, mais qui parvient au pied de l'usine de recyclage. Quelle est la quantité qui va effectivement être recyclée pour être réintroduite dans le site de production? On verra, mais les recycleurs, ils ne recyclent jamais 100% de la matière qui est collectée, parce qu'il y a différents types de pertes, parce qu'il y a des choses qui sont optimales, d'autres qui ne le sont pas. Et donc, tout, évidemment, n'est pas recyclé, et donc tout n'est pas réintroduit dans le site de production.
Ce que je voudrais mettre de côté aussi, c'est la question du décyclage, ce qui n'apparaît pas ici. On a l'impression qu'en fait, on va boucler, même si on arrivait à 100% de taux de collecte et 100% d'efficacité du recyclage, on pourrait boucler la boucle. En réalité, ce n'est pas le cas, parce qu'on a aussi la question du décyclage qui se pose, c'est-à-dire que là, on a l'impression que le métal, il peut remplir le même rôle en substituant directement du métal primaire, mais en réalité, bien souvent, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il va potentiellement être recyclé, mais pour un autre usage, potentiellement qui remplit des fonctionnalités moins qualitatives. Et donc là, on parle de recyclage en ce sens que, par exemple, certains types d'acier alliés ne vont pas directement être recyclés en acier de haute technologie, mais potentiellement faire des ronds de béton, faire un acier de moins bonne qualité. Et donc, il ne va pas substituer exactement le même type de produit au niveau de la réintégration dans la production. Donc voilà, donc ça, c'est les deux types de mesures. Quand vous faites le produit des deux mesures, donc le taux de collecte multiplié par le taux d'efficacité de recyclage, on obtient en fait le rapport entre ce qui est recyclé sur ce qui parvient en fin de vie. Et donc ça, ce qu'on appelle le taux de recyclage de l'élément en fin de vie, donc on peut le calculer pour le cuivre, on peut le calculer pour le fer, etc. Et ça, en fait, ça représente grosso modo la quantité qu'on va être capable de collecter, recycler et réintégrer dans le processus de production de façon efficace. Et enfin, il y a une dernière mesure, c'est le taux d'incorporation de matière recyclée dans la production, où là, on va regarder la part du recyclé dans la consommation, la demande de matières premières. Donc, on fait le rapport entre ce qui est effectivement recyclé, le flux rouge ici, sur le total de ce qui est consommé en termes de matière, que ce soit du recyclé ou du primaire. Évidemment, les deux dernières mesures, hein, qui sont en fait les plus utilisées pour remplir un certain nombre de tableaux de bord d'indicateurs, ne donnent pas les mêmes résultats. Je vous montre le graphique juste après. Donc ça, c'est les deux mesures pour un certain nombre de matières premières différentes. On observe évidemment que le taux de recyclage en fin de vie des différents types de matières premières est quasiment systématiquement plus élevé que le taux d'incorporation. L'explication, je vous la donne, elle est assez simple. Je vous ai dit tout à l'heure que notre consommation elle est exponentielle. Comme en fait, le système économique il demande toujours plus de matières premières et qu'il y a un temps de passage dans l'économie de la matière première, c'est-à-dire que le cuivre qu'on va extraire et rentrer dans le système économique ne va pas ressortir immédiatement l'année suivante. Alors, une partie va potentiellement ressortir si on a des produits de très courte durée de vie, mais pour l'essentiel, on va avoir un étalement dans le temps de cette récupération. Donc, même si on récupérait 100% de la matière première, c'est-à-dire que le taux de recyclage en fin de vie des éléments serait de 100%, tant que la consommation est croissante, c'est-à-dire qu'on a besoin de plus en plus de matières premières, eh bien, cette matière recyclée à 100% ne permettra pas de combler la totalité de la demande, puisque si vous consommez, par exemple, moi, je ne sais pas, 100 en 2010, et que ce flux de 100, on le recycle en 2020, la demande n'est plus de 100, elle va être potentiellement de 150. Donc, on voit qu'ici, que même si ce end of life recycling rate, ils étaient de 100%, on ne pourrait pas avoir un taux d'incorporation de 100%. Donc, c'est pour ça qu'on a une différence si importante. Alors, ces deux mesures, elles sont complémentaires, c'est-à-dire qu'elles ne remplissent pas les mêmes objectifs. Si, par exemple, votre objectif, c'est avant tout de vous poser la question des externalités, des questions de gestion des déchets, ce qu'il faut maximiser, c'est celui-ci, c'est le taux de recyclage en fin de vie, parce que ça vous évite d'avoir des déchets à gérer en fin de vie, puisque plus le taux est proche de 100%, plus le flux qui va arriver dans nos décharges sera faible. Au contraire, sur les questions de taux d'incorporation, c'est plutôt la question, par exemple, de la substituabilité aux mines. Si votre objectif, c'est de devenir moins dépendant des mines et de diminuer toutes les questions associées à l'extraction primaire, gaz à effet de serre, consommation d'eau, consommation d'énergie, consommation d'intrants, eh bien, ce qu'il faut maximiser, c'est le taux d'incorporation parce que ce taux-là va vous permettre de substituer de la matière première par de la matière secondaire. Florian, juste une petite interruption. Oui. J'ai une question d'une participante qui demande si le schéma précédent ne concerne que les métaux. Et sinon, il manquerait la partie incinérée qui ne pourrait pas être recyclée. Alors, la partie incinérée, si, alors il y est, enfin, j'ai simplifié.
Mais la partie incinérée, bon, j'ai simplifié un petit peu, hein, mais des métaux, effectivement, finissent dans les incinérateurs, notamment sur la partie qui n'est pas collectée et qui potentiellement finit en décharge, ou la partie qui échoue à être recyclée et qui finit dans les résidus des usines de recyclage et potentiellement finit aussi en décharge, donc dans l'environnement. Donc ici, on peut très bien imaginer que les métaux finissent aussi dans les incinérateurs, tout simplement parce que le taux de collecte et le taux d'efficacité du recyclage n'est pas de 100%. Donc, dans cette troisième partie, je vais m'intéresser à une catégorie de produits particuliers qui sont les déchets électriques et électroniques. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, parce que c'est en fait une catégorie de produits, les produits électriques et électroniques, qui connaissent une consommation très forte, donc en termes de volume, et surtout très croissante. Donc, la dynamique est forte. Donc, c'est pour ça que je voudrais quand même me focaliser là-dessus, puisqu'on a vu que cette question de la consommation croissante, elle nous empêche quelque part de boucler la boucle. On a un deuxième intérêt de s'intéresser à cette catégorie, c'est que pour moi, elle contient des grandes quantités de métaux. Donc, si on s'intéresse à la question des métaux, c'est intéressant de regarder cette catégorie qui a des concentrations importantes et aussi une variété importante de métaux. Je m'intéresse aux métaux, et ça, c'est peut-être un petit peu différent de la question du plastique ou du papier, c'est que les métaux, théoriquement, sont recyclables à l'infini. Je dis bien théoriquement, c'est-à-dire que si le métal est suffisamment pur et qu'il ne va pas être associé à une myriade d'éléments, on pourrait théoriquement le refondre et le réutiliser plusieurs fois, ce qui n'est évidemment pas le cas du plastique ou du papier, qui va rencontrer des problèmes, parce que si on recycle, on peut supporter un certain nombre de cycles, mais au bout d'un certain temps, notamment pour le papier, les fibres elles vont être trop courtes, et donc il va falloir réintroduire du primaire, donc du papier vierge, pour pouvoir pallier à la dégradation de l'élément. Et ensuite, cette notion de mine urbaine, je vous ai donné les définitions, elle est souvent, je ne dis pas tout le temps, mais elle est souvent assujettie à cette question des produits électriques et électroniques, d'où mon intérêt pour cette catégorie de déchets. Donc j'arrive finalement à ma troisième partie qui va me permettre de répondre à ce paradoxe que j'ai soulevé dans l'introduction. Est-ce que la mine urbaine, c'est un Eldorado ou une panacée écologique, ou les deux? Et on va s'intéresser à essayer de répondre à cette question pour le cas des DE. Alors, les déchets électriques et électroniques, c'est une catégorie de produits assez large. Donc, vous avez ici des exemples. Ça va des équipements électroménagers assez importants comme les frigos, à des équipements plus réduits, des outillages de bricolage. Vous avez des équipements médicaux. Évidemment, tout ce qui est nouvelles technologies d'information et les communications, donc, en particulier nos téléphones portables, nos ordinateurs portables, et j'en passe. Vous avez aussi tout ce qui est éclairage. Les déchets électriques et électroniques, en 2019, ça a représenté 53 millions de tonnes en termes de flux. Donc, c'est quelque chose de quand même assez important. J'ai essayé de vous retracer un peu l'historique. Vous avez ici, sur votre gauche, le graphique qui montre à la fois les millions de tonnes de déchets électriques et électroniques dans le temps à l'échelle mondiale. Donc, on voit qu'en 2014, on était plutôt sur un peu plus de 40 millions de tonnes. Et on voit que la croissance est d'environ 20%. En à peine 5 ans, ce flux de déchets a augmenté de 20%. Et on voit qu'on a aussi les quantités en termes de kilos par habitant. Donc, c'est non négligeable. Ça représente à peu près entre 7 et 8 kilos par habitant à l'échelle mondiale. Évidemment, il y a une diversité assez importante de génération de déchets à l'échelon mondial, parce que comme les PIB par habitant ne sont pas les mêmes, les consommations de matières premières ne sont pas les mêmes, et donc la génération de déchets électriques et électroniques n'est pas la même. Vous avez ici la cartographie qui vous montre quelque part cette intensité en génération de déchets électroniques. On voit que c'est très fortement corrélé au PIB, notamment quand vous regardez l'Australie, les pays européens et le Canada et même les États-Unis. On voit aussi qu'il y en a des pays, par exemple, comme l'Arabie Saoudite, qui génèrent aussi énormément de déchets électriques et électroniques. Donc, il y a une très forte corrélation avec le PIB par habitant. Tout ça n'augmente pas à la même vitesse. Vous avez ici des taux de croissance différents selon les catégories de produits, mais on voit que ça augmente quand même de façon assez importante, quelle que soit la catégorie concernée. Cette disparité géographique en termes de génération de déchets, elle se retrouve aussi sur les taux de recyclage.
vous observez les taux de recyclage en fin de vie des déchets électriques et électroniques. C'est les petites barres noires selon les régions du monde. Donc, vous avez voilà, l'Amérique, l'Europe, l'Afrique, l'Asie et l'Océanie. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'Europe, on est en pole position. C'est nous qui faisons le mieux. Mais on voit, la mauvaise nouvelle, c'est que ce taux de recyclage, il est inférieur à 50%. Hein, donc, on est encore loin de recycler au moins la moitié des volumes de déchets électriques et électroniques. On voit évidemment aussi, ça je trouve c'est intéressant, c'est que si on veut s'intéresser au recyclage à l'échelon mondial, parce que c'est ça qui nous intéresse quand même, de l'ensemble des déchets électriques et électroniques, il va falloir se focaliser sur certaines régions du monde en particulier. Et ce n'est pas qu'une question de PIB par habitant, parce qu'on voit que, par exemple, bien que l'Asie n'est pas nécessairement une génération en termes de kilos par habitant de déchets électriques et électroniques très importante, compte tenu de sa population, de son importance démographique, c'est là que sont l'essentiel des déchets électroniques générés chaque année. On voit que l'Europe et les États-Unis, plutôt parce qu'ils ont un pouvoir de génération plus important par habitant, génèrent également des volumes importants de déchets électriques et électroniques. On voit sur la droite la dynamique du taux de recyclage en fin de vie de ces déchets électriques et électroniques. Et on voit que finalement, pour l'Europe, il y a quand même une progression. Je vous ai montré ici la médiane des taux de recyclage en fin de vie. Donc, c'est la courbe en pointillé, enfin, en continu avec des flèches noires. On voit que du coup, on a une progression, mais qu'on n'atteint encore pas des chiffres qui sont supérieurs à la moitié du volume des déchets. Qu'est-ce qu'on pourrait recycler là-dedans? Et c'est pour ça que je m'y intéresse aussi, c'est que potentiellement, on trouve à peu près tout le tableau de Mendeleïev, à quelques exceptions près, dans ces déchets électriques et électroniques. Donc, vous avez ici en assuré les éléments qui sont trouvés dans des concentrations variables dans les déchets électriques et électroniques. On voit par exemple dans ce rapport, le Global E-Waste Monitor, on s'intéresse qu'à une sous-catégorie de ces éléments qui sont trouvés dans les déchets électroniques, on verra pourquoi, mais on voit quand même que ça concerne potentiellement la quasi-totalité des métaux, donc c'est intéressant de s'intéresser à cette question des déchets électriques et électroniques. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait recycler à partir des déchets électriques et électroniques? Ce même rapport, il évoque aujourd'hui, il y a à peu près 10 milliards de dollars de matières premières qui sont actuellement recyclées, avec un taux de recyclage en fin de vie d'environ 17,4% à l'échelon mondial. Rappelez-vous, on est à peu près à un peu plus de 40% au niveau européen. Et potentiellement, compte tenu, donc ils ont fait des calculs, des produits en croix assez simples, compte tenu de la valeur de marché de ces matières premières, on pourrait potentiellement recycler 57 milliards de dollars de matières premières à partir de ces déchets électriques et électroniques. Alors, tout ça n'est pas équivalent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre sur le même pied ce que je vais essayer de vous expliquer, le cuivre avec, je ne sais pas moi, le tellure ou le gallium. On n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Dans ces déchets électriques et électroniques, toutes catégories confondues, on voit que ce qui domine en masse, c'est le fer. Sans surprise, parce que c'est des tonnages importants. C'est ce qu'on va introduire en concentration importante dans les déchets. L'aluminium et le cuivre. Et le reste joue un rôle complètement négligeable du point de vue du volume. En termes de valeur économique, en dollars, on voit que la hiérarchie change un peu, la répartition. Toujours le fer du fait des volumes importants, même associé à une valeur économique faible. Un peu d'aluminium, pas mal de cuivre, beaucoup d'or. L'or est concentré très faiblement dans les produits, mais compte tenu de sa valeur de marché extrêmement importante par kilo, plus de 50 000 dollars par kilo, on va avoir une importance cruciale de l'or. Vous avez aussi le palladium. Et puis, le reste, on voit que le reste, c'est dans un mouchoir de poche. Notamment, les fameux métaux mineurs ne représentent quasiment rien de la valeur totale contenue dans ces déchets électriques et électroniques. Alors, on peut aller un peu plus dans le détail, parce qu'en réalité, ces déchets électriques et électroniques, eux-mêmes, incorporent des catégories très différentes de produits qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs. En particulier, donc je vous ai donné un petit peu des exemples, les systèmes de refroidissement et de climatisation
en termes de valeur de matière première, c'est 220 $ par tonne. Les équipements type machine à laver, four, etc., on a à peu près 130 $ par tonne. Et les fameux smartphones qui sont évoqués dans la presse, on voit que c'est à des points atypiques, hein, parce qu'en fait, ils sont très fortement concentrés en métaux. Et là, on est à peu près à 1 $ de métaux par smartphone. Un smartphone, c'est environ 110 grammes. Et à la tonne, ça représente 9 000 $ de matière, de métaux par tonne. Donc, c'est considérable. Et on voit qu'on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur que nos autres types d'équipements électriques et électroniques. Quand je m'intéresse à ces smartphones, donc là, j'ai pris une étude de caractérisation chimique qui a été publiée en 2020. On voit que l'essentiel de la composition, c'est quand même des métaux, suivi du verre et des plastiques. Et que parmi ces métaux, on retrouve à nouveau en masse essentiellement des éléments structurants, le fer, l'aluminium, également le cuivre. Et par contre, quand on s'intéresse à la valeur, tout est dominé par quoi? Par l'or. Donc en fait, et vous verrez que la réponse est mon titre est provocateur, c'est-à-dire que vous verrez que les mines urbaines, c'est un Eldorado au sens littéral du terme, c'est-à-dire c'est un Eldorado, on y va pour chercher de l'or. Après, le reste, on s'en désintéresse un peu. L'énergie incorporée sous forme de métaux, parce que les métaux consomment de l'énergie, quand on regarde un petit peu tout ça, on voit que l'essentiel est dominé par l'or, hein, parce que l'or, même si c'est une concentration très faible, il faut beaucoup d'énergie pour aller chercher de l'or. Et donc, ça domine l'essentiel de l'énergie qui est incorporée pour la fabrication du téléphone portable, suivi de l'aluminium, le fer, le cuivre. Mais on voit que les 4 premiers métaux, seulement 4, ça correspond à 75% de l'énergie grise, si je pourrais dire, des métaux des téléphones portables. Donc, et on va voir, hein, c'est sans surprise que les recycleurs ils vont se focaliser sur cette partie-là. Et c'est quelque chose que je retrouve également, moi, sur des données sur lesquelles j'ai travaillé, qui sont la question des circuits imprimés d'ordinateurs, le recyclage. Donc, c'est un travail que j'ai publié en 2020, où j'ai regardé un petit peu justement sur des données de l'ONU, hein, justement, quelles étaient les proportions en termes de quantité de métaux contenus dans ces circuits imprimés, quelles étaient les proportions de valeur, les proportions d'énergie, et puis qu'est-ce qu'on recyclait au final. Ce qu'on voit, c'est qu'à nouveau, on retrouve en termes de masse le fer, l'aluminium, le cuivre, le plomb. En valeur, on voit que la hiérarchie est un peu bouleversée. On trouve toujours le cuivre, hein, un quart de la valeur contenue dans les circuits imprimés, toujours l'or, plus d'un quart, l'aluminium, l'étain, le nickel, le plomb, et après, tout le reste, c'est relativement négligeable. En énergie, l'aluminium passe devant parce que c'est un métal du point de vue primaire qui est très intensif en énergie. Mais à nouveau, on voit que tout ça est dominé par quelques métaux. Et parmi la cinquantaine d'éléments qu'il y a dans les circuits imprimés d'ordinateurs, on en recycle 13 seulement, avec plus ou moins de réussite. C'est-à-dire que les taux d'efficacité du recyclage ne sont pas de 100%, ça va dépendre des métaux. Et ces 13-là, ils représentent 71% de la masse, 78% de la valeur contenue et 97% de l'énergie grise des métaux associés dans les circuits imprimés. Donc, ce que ça nous dit, c'est que les recycleurs, j'ai envie de dire, ils font peut-être du mieux qu'ils peuvent, mais en tout cas, pour l'instant, ils ciblent l'essentiel en termes de valeur, de volume et d'énergie grise. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut aller récupérer les quelques parties par million des différents métaux mineurs, les fractions qui sont tout au-dessus, que j'ai représentées par autres. C'est toute la question. Je vais essayer de vous montrer que c'est vraiment pas évident et je ne suis même pas sûr que ça soit optimal d'un point de vue à la fois économique et environnemental. Alors, pourquoi on a cette différence si importante? Ce que je vais essayer de vous montrer au travers de ce graphique-là, c'est que la mine urbaine, contrairement à ce qu'on entend dans la presse, elle n'est pas toujours plus concentrée que ce qu'on trouve dans les équivalents primaires, c'est-à-dire dans les mines. Ce que je veux dire ici, c'est que les concentrations des éléments qu'on trouve dans nos déchets électriques et électroniques ne sont pas toujours supérieures à ce qu'on peut trouver dans les mines. Alors, évidemment, ça va changer selon les métaux, et en particulier, sans surprise, on revoit le cas des métaux précieux. Vous avez ici, ce que j'ai montré, c'est la distribution des concentrations dans les circuits imprimés d'ordinateurs. Selon différentes études, il y a à peu près 25 études différentes de caractérisation chimique dans les circuits imprimés d'ordinateurs et dans les mines. Et ce que vous voyez, c'est que pour les métaux précieux,
on voit que la distribution, elle est supérieure quasiment systématiquement, quelles que soient les études. On trouve plus d'or, plus d'argent et plus de palladium systématiquement dans les circuits un peu innovateurs que dans les mines. Donc, sans surprise, on y va, on va le chercher. Parce que là, c'est intéressant. Ce qu'il faut voir, c'est que la concentration, c'est corrélé évidemment à la consommation énergétique, à la fois au niveau du recyclage et au niveau du primaire. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que c'est 100% proportionnel au coût monétaire du recycleur et du primaire, mais en tout cas, vous pouvez supporter une concurrence si vous avez un produit qui est plus fortement concentré. S'il l'est beaucoup moins, et quand je dis beaucoup moins, ça peut aller sur des proportions facteur 100, facteur 1000, ben, vous laissez tomber, c'est les mines qui feront le boulot pour aller chercher la matière. Pour les métaux ferreux, j'ai trouvé des choses un peu différentes. Il semblerait que pour le cuivre, pareil, le jeu en vaut la chandelle. On va chercher le cuivre parce que les concentrations sont beaucoup plus fortes dans les circuits imprimés que dans les mines. Pour l'aluminium et le fer, il semblerait que c'est moins le cas. Et pour les métaux critiques, alors là, carrément, pour l'instant, et bon, je ne vous ai pas mis tout, parce que je l'ai fait pour la trentaine de métaux, mais pour les quelques études que j'ai trouvées sur les métaux mineurs, il semblerait que les proportions sont quand même pas du tout favorables à la question des mines urbaines, puisque, par exemple, vous voyez que pour le cobalt, on trouve beaucoup moins de cobalt dans les circuits imprimés que dans les mines. Pour le gallium, ça se chevauche un peu. On voit quand même que la médiane, qui vous est représentée ici par l'espèce de la droite horizontale, la médiane des mines est quand même plus élevée que celle des circuits imprimés. Donc, grosso modo, en fait, c'est quand même un jeu perdant pour les mines urbaines. Un autre graphique qui vous montre plus ou moins la même chose, mais que je trouve assez parlant. Toujours ces mêmes circuits imprimés tirés de mon étude de 2020. Je vous ai montré la dilution sur l'axe horizontal des abscisses, le prix unitaire de la matière première sur l'axe des ordonnées, et la taille des bulles, c'est la valeur récupérable du coup de l'élément par kilo de déchets. En rouge, on ne recycle pas. En blanc, c'est-à-dire vide, on recycle. Mes 13 éléments recyclés, vous les avez ici, vers le haut, qui contiennent, on voit les bulles sont très importantes. Les petits points rouges dispersés en bas à droite sont les fameux métaux mineurs qui contiennent peu de valeur économique. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit qu'ils sont très fortement dilués. Donc, un facteur de dilution de 10, ça veut dire que la concentration est égale à 10% par kilo de déchets, 100, 1%, etc. Donc, on voit qu'on a des facteurs de dilution qui vont de 10 000 à presque 1 million. Donc, bon, c'est compliqué d'aller les chercher. Et comme leur valeur unitaire est relativement moyenne, eh ben, ça ne permet pas d'avoir une quantité de valeur récupérable importante. Contrairement, notamment, vous le voyez, en haut à droite, aux métaux précieux, et notamment l'or, qui a une bulle énorme, non pas parce qu'il est fortement concentré, mais parce que, en fait, il a une valeur unitaire de marché très importante. Le coût du recyclage, du co-recyclage que j'ai pu trouver dans la littérature, il vous est indiqué ici par la droite en pointillé. Donc, ce co-recyclage, c'est une espèce de coût variable à assumer pour aller extraire des métaux. Et on voit que plus les bulles sont proches de cette droite, plus elles ont une probabilité importante d'être blanches, c'est-à-dire d'être recyclées. Je vous ai montré un certain nombre de questions, notamment relativement aux concentrations. En fait, la question du recyclage, elle comporte aussi bien d'autres contraintes, des contraintes de différentes natures, des contraintes économiques, des contraintes de flux et de volume, des contraintes réglementaires, des contraintes techniques et technologiques. Ces contraintes, elles peuvent être plus ou moins importantes selon à la fois les secteurs et les catégories d'éléments que vous allez étudier, mais elles sont bien là pour les métaux. Et donc, si vous voulez généraliser, faire finalement de notre système économique une économie du taux recyclage, à la fois en pourcentage et en variété d'éléments, bah, il va falloir faire lever ces obstacles. Je vous les aborde très brièvement. Déjà, bon, il y a évidemment la question de la volatilité des cours. Un recycleur, s'il a besoin d'aller extraire des matières premières à partir d'un flux de déchets identifié, il faut de la visibilité sur le prix de la matière première. Donc, si le prix fluctue dans des proportions très importantes, bah, ça va être difficile d'avoir la certitude qu'il va pouvoir s'y retrouver, qu'il va pouvoir amortir à la fois ses coûts fixes, mais surtout son coût variable. Et pour le coup, là encore, on a une distinction entre métaux mineurs et métaux précieux et métaux de base. C'est que les métaux mineurs sont affectés d'une volatilité beaucoup plus importante
que les autres catégories de métaux. On a deux autres phénomènes qui sont liés un petit peu au concept de différenciation. C'est qu'on a à la fois une complexité des produits qui augmente, et là, il y a pas mal d'études technologiques qui montrent que les produits deviennent plus complexes. C'est-à-dire à la fois les ordinateurs, mais même l'électroménager, les voitures, tout ça augmente en complexité. Quand je dis la complexité, c'est le nombre d'éléments et la variété des composants qu'on a dans un produit, dans une catégorie de produits fixes. Donc ça joue vraiment contre la généralisation du taux de recyclage. On a un problème d'accroissement de diversité des produits, parce que même pour une catégorie de produits, on va avoir des producteurs qui peuvent être encouragés à se différencier. Donc pour ça, ils vont proposer des produits qui sont légèrement, voire carrément différents. Et donc ça va effectivement complexifier la tâche du recycleur, qui souvent, s'il veut maximiser le taux de recyclage, va adapter sa chaîne de recyclage à un type de produit bien défini, avec des concentrations relativement stables, etc. etc. Et autre phénomène qu'on constate, notamment grâce aux études de caractérisation chimique, c'est la réduction des contenus en métaux, et notamment des métaux précieux. Je vous ai dit tout à l'heure que l'or joue un rôle notable dans le fait qu'on aille chercher finalement les métaux et il assure une grande partie du coût du co-recyclage. Et malheureusement, pour des raisons économiques, et c'est bien normal, les concepteurs de produits, notamment de produits électriques et électroniques, ont tendance à diminuer les contenus en or, notamment dans les téléphones portables, etc. Pourquoi? Pour des raisons économiques, on l'a vu, c'est quand même un coût important. C'est l'essentiel de la valeur en métaux dans les produits. Donc, ils font le maximum pour optimiser, miniaturiser les composants et faire en sorte qu'il y ait moins d'or. Le problème, c'est que ça torpille le business model du recycleur qui, derrière lui, a tout intérêt à ce que les concentrations soient importantes, le produit simple, pour à la fois minimiser ses coûts et maximiser ses recettes. Donc, on voit que là, pour le coup, l'économie circulaire, on a deux leviers qui rentrent en contradiction. Du côté des flux et des volumes, c'est la question de la croissance de la demande. À nouveau, tant qu'on n'arrivera pas à casser cette histoire de croissance de la demande par des leviers différents, certains parleront de découplage en augmentant l'efficacité matérielle, d'autres parleront de sobriété. Quelle que soit la façon dont on y va, tant qu'on n'arrivera pas à diminuer la consommation de matières premières, de produits et de matières premières associées, on n'arrivera pas à faire en sorte que le recyclage puisse jouer un rôle notable dans le taux d'incorporation des matières premières recyclées. Deuxième phénomène, la question des volumes. Je vous ai parlé tout à l'heure du coût variable au travers de la concentration des métaux. Il faut qu'il y ait une concentration assez importante pour que ça vaille le coup, et notamment par rapport à l'équivalent primaire, et que les recycleurs puissent finalement rentrer en compétition. Et aussi la question des volumes. Le recycleur, pour monter son usine, il a des coûts fixes à assurer. Donc, si le volume n'est pas là, même si la concentration est intéressante, on va laisser tomber. Et ce point-là, c'est assez classique, on le retrouve aussi chez les mines. Les gisements, c'est à la fois des occurrences en termes de métaux qui sont importantes, intéressantes par rapport à la moyenne de la flotte terrestre, mais aussi c'est des volumes importants. Si la concentration, le filon est tout petit, ce n'est pas intéressant parce que ça ne va pas amortir les coûts fixes. On a aussi un problème vraiment de complexité, et le problème de la science aujourd'hui, c'est qu'on a souvent un découpage des problèmes pour se spécialiser et être plus efficace. Le problème des métaux, et plus généralement des systèmes économiques, c'est que c'est des systèmes complexes, souvent très complexes, et les métaux n'échappent pas à cette question de la complexité. Les métaux, en fait, ils sont entremêlés à la fois au niveau primaire, au niveau de la mine. En général, vous avez des mines de coproduits, en fait. Par exemple, on va extraire du cuivre avec de l'or, notamment en Australie, à la mine d'Olympique Dam. Et la plupart des métaux de mineurs, dont je vous ai parlé, sont souvent associés à la production d'autres métaux majeurs. Et ça, c'est un véritable problème parce que quand vous mettez en place de la politique publique, ça devient beaucoup plus difficile d'anticiper comment la restriction sur un métal ou un autre va entraîner tout le reste du système. Et ça vaut aussi pour le recyclage, parce que le recyclage, souvent les métaux, on l'a vu, sont entremêlés. Et je vous donne un exemple que j'ai trouvé assez intéressant, qui montre un peu la complexité d'anticiper tous ces phénomènes. À un moment, on a essayé de substituer le plomb dans les soudures, notamment faire des soudures sans plomb, et on l'a substitué par d'autres éléments. Et malheureusement, on n'avait pas anticipé que ces autres éléments, le péridium, il y en a un certain nombre, sont des coproduits du plomb en amont, c'est-à-dire au niveau de l'extraction minière. Et donc, du coup,
en quelque part en chassant le plomb des soudures et en utilisant les substituts associés, on a quelque part fait un appel moins important à l'extraction de plomb, la production mondiale, donc réduit le flux de plomb, et du même coup, on a réduit la disponibilité des coproduits associés qui étaient aussi ces substituts. Et donc, on voit qu'en fait, ces phénomènes-là sont extrêmement complexes. Il faut avoir une vision très systémique pour pouvoir anticiper ce genre de problématiques. On a des questions réglementaires. Je suis économiste, donc je ne vais pas trop en parler. Je ne suis pas un spécialiste, mais on a des réglementations REACH, on a des réglementations de tout type qui font que parfois, quand bien même ces déchets arriveront en fin de vie, on ne peut pas tout recycler pour des raisons de toxicité, des problèmes sanitaires, qui fait que certains produits en fin de vie, quand ils arrivent en fin de vie, ils sont devenus tout simplement illégitimes au sens illégaux. On ne pourrait pas les recycler parce que la réglementation ne le permet pas. Et donc ça, on pense notamment aux métaux lourds. Ça prévient quelque part leur recyclage. On a des problèmes technologiques, et là, je vais faire un petit focus avant de terminer cette présentation, parce que je trouve cette question extrêmement intéressante. Ce risque technique et technologique, il intervient au travers de deux phénomènes. La question du sous-cyclage ou décyclage, je l'ai dit tout à l'heure, souvent, pour beaucoup d'éléments, on ne va pas pouvoir faire une véritable boucle au sens qu'on ne va pas pouvoir substituer son équivalent primaire en utilisant de la matière recyclée, parce que la matière recyclée perd en fonctionnalité au travers de son usage, parce qu'elle est contaminée par d'autres éléments, que ça va être difficile, économiquement pas rentable, d'aller finalement la purifier. Et donc, en fait, on va effectivement la reproduire dans le processus de production, mais dans un processus de production moins qualitatif, qui requiert moins de compétences en termes de fonctionnalité technique. Donc, en fait, on ne substitue pas véritablement en amont l'origine de l'élément utilisé. Deuxième question, c'est celle de la durée de vie technologique courte et la menace de substitution des éléments. Alors, je vais vous expliquer. J'ai pris un focus pour essayer de vous faire comprendre ce phénomène. Le recycleur, quand il met en place une chaîne de recyclage, il faut de la visibilité, on l'a dit, de la visibilité sur les prix, mais pas seulement. Il faut aussi qu'il sache, qu'il ait la certitude qu'en aval, il va pouvoir avoir des volumes de déchets à traiter, pour notamment amortir les coûts fixes, on l'a évoqué précédemment. Or, ces volumes de déchets, ils vont dépendre de l'évolution technologique de la catégorie de produits pour lequel l'usine de recyclage est calibrée, et surtout de la pérennité de ce produit. Et pour le coup, l'incertitude que on peut avoir sur la durée de vie technologique des produits va jouer contre le recyclage. Et pour le coup, là, je vous donne l'exemple du recyclage des lampes fluocompactes. Donc, il faut savoir que ces lampes fluocompactes contiennent des terres rares qui sont un sous-ensemble des métaux mineurs. Ces terres rares ont défrayé la chronique suite à la crise des terres rares qui a eu lieu entre le Japon et la Chine. Suite à cette crise, qui est un différend diplomatique territorial au départ, en fait, la Chine, qui était à l'époque le principal producteur mondial de terres rares, a mis des quotas à l'exportation, du moins elle a réduit très fortement ses quotas à l'exportation, et ça a entraîné un boom formidable du prix des terres rares. Donc, vous avez ici les prix des différentes terres rares au milieu sur le graphique central. On voit qu'on a des facteurs d'augmentation d'un facteur 10 des prix. Donc, c'est considérable. Ça a inquiété très fortement les industriels européens, japonais et américains qui utilisaient ces terres rares. Les terres rares, on en trouve dans les aimants permanents pour les éoliennes offshore. Vous en trouvez, à l'époque, on en trouvait dans les disques durs d'ancienne génération et on en trouvait dans cette fameuse lampe fluocompacte. Bon, suite à ça, l'Europe, mais aussi plein de pays développés, ont essayé de développer des parades et est venue cette question du recyclage des terres rares, notamment dans les lampes fluocompactes en fin de vie, qui étaient à l'époque en plein essor. Donc, Rhodia développe un prototype de recyclage avec un procédé technologique du recyclage des poudres qui sont contenues dans ces lampes fluocompactes et qui contiennent ces fameuses terres rares. Donc ça, c'était en 2013, l'usine nouvelle, voilà le titre avec beaucoup d'ambition, l'idée lumineuse de Rhodia. En 2016, le prototype ferme et on tire définitivement le trait sur la possibilité de recycler ces terres rares. Alors, pourquoi ça a été abandonné? Il y a deux explications principales. La première explication, c'est celle de la chute du prix des terres rares. En fait, entre-temps,
L'Europe, les États-Unis et le Japon ont porté l'affaire à l'OMC. L'OMC a délibéré et a donné raison en fait, aux différents pays développés. Et la Chine en fait, a progressivement diminué ses quotas à l'exportation. Il y a eu également une envolée de la production mondiale en dehors de la Chine, notamment en Australie. Tout ça a diminué la tension sur les prix. Mais ce qui évidemment rentre dans le jeu, c'est aussi la disparition annoncée et programmée des lampes fluocompactes dans la consommation. C'est ce qu'on voit ici à droite. Vous avez la part technologique dans les différents éclairages au niveau mondial. Donc en Europe, c'était déjà encore plus avancé des différents types de technologies d'éclairage. La part des fluocompacts, vous les avez ici en vert clair. Et ce qu'on voit, c'est que peut-être ce qu'on n'avait pas vu à venir en fait, au début des années 2010, c'est que ces lampes fluocompacts qui étaient en plein essor, hein, qui substituaient nos lampes incandescentes, et bien en fait, elles commençaient déjà à être remplacées par une autre technologie qui était les LED, qui sont aujourd'hui majoritaires et qui ont complètement substitué les lampes fluocompactes. Or, ces LED n'ont pas du tout les mêmes compositions en Tera, elles sont 10 à 15 fois moins concentrées en Tera. Donc, quelque part, ça a annoncé directement le tarissement des volumes à traiter en aval dans quelques années de déchets de lampes fluocompactes et donc de terres rares qu'on pouvait potentiellement extraire. Donc, vous voyez que le recyclage, ce n'est pas une mince affaire parce qu'il faut non seulement avoir une visite sur les prix, sur les concentrations, sur le fait que votre produit ne va pas trop évoluer, mais surtout que ce produit-là ne va pas être substitué par un autre produit. On pourrait même aller plus loin. Il faut être sûr qu'au sein du produit, l'élément que vous ciblez ne va pas être substitué lui-même au niveau de la conception par un autre élément pour des raisons diverses et variées. Donc, quelque part, on voit qu'ici, on a vraiment des antagonismes entre, d'un côté, un concepteur de produit qui a ses propres objectifs et qui ne sont pas forcément en contradiction avec le recyclage, mais qui peuvent l'être, et qui ne sont pas nécessairement compatibles avec les objectifs du recyclage. Donc, voilà les principales conclusions que moi j'ai pu tirer jusqu'à maintenant, qui sont complètement préliminaires, hein, je le concède, et qui nécessitent davantage de recherche, et j'espère des recherches qu'on pourra mener au sein de cette chaire, et notamment de l'axe économie circulaire. Les mines urbaines, actuellement, c'est véritablement un Eldorado au sens premier du terme, c'est-à-dire que c'est vraiment une course à l'or, hein, on va chercher l'or. Par contre, c'est moins vrai pour les autres métaux qui sont bien souvent moins concentrés, parfois beaucoup moins concentrés que leur équivalent primaire à partir des mines. Et ça explique finalement pourquoi les recycleurs ne ciblent que quelques métaux. Et ces métaux, souvent, regroupent aussi l'essentiel à la fois de la valeur, de l'énergie incorporée, et puis des masses contenues dans les déchets électriques et électroniques. On a vu également qu'il y a plein de contraintes. Là, je vous en évoque une petite partie, mais il y a plein d'autres contraintes. J'aurais parlé aussi des contraintes culturelles qui existent aussi, mais il y a plein de contraintes qui font que généraliser le tout recyclage au sens de 100%, aller vers 100% de recyclage et 100% de recyclage sur tous les éléments, ça ne va pas être une mince affaire. Et je me pose même la question, et ça peut-être que mes collègues économistes et mes collègues chimistes, il faudra se poser la question, est-ce que véritablement c'est optimal et désirable d'aller vers 100% de recyclage d'un point de vue à la fois économique et aussi d'un point de vue environnemental, parce que autant ça peut être intéressant d'aller chercher de l'or à des concentrations plus élevées que dans la mine, autant aller chercher je sais pas moi, du gallium ou des métaux mineurs qui sont parfois dilués 100 000 fois par rapport à la mine, même d'un point de vue CO2, je ne suis pas sûr qu'on retrouve les gains que je vous ai montrés au début de la présentation avec le rapport de l'UNEP. Et dernier constat, et ça c'est un constat qui est étudié depuis les chercheurs, et ce n'est pas nouveau, hein, mais bon, on n'a toujours pas résolu, c'est que si on veut substituer les métaux primaires, il faut augmenter le taux d'incorporation de recyclés dans la production, et ça, on ne pourra pas le faire tant qu'on n'aura pas cassé cette évolution de la consommation croissante. Moi, j'avais fait un article où j'avais regardé un petit peu quels pouvaient être les facteurs en termes de poids technique, notamment d'efficacité matérielle, pour essayer, avec les taux de recyclage actuels, de pouvoir coupler et d'avoir une boucle circulaire infinie. Honnêtement, ça demande des poids techniques fulgurants, et ces poids techniques doivent être renouvelés chaque année. J'avais des diminutions des intensités en métaux dans les produits de 8% par an, qui est grosso modo 6 à 8 fois ce qu'on fait actuellement. Donc,
aujourd'hui, en l'état actuel des faits, des connaissances, ça paraît quand même difficile. Donc, vraiment, on se pose cette question de comment on fait pour pouvoir boucler la boucle, du moins, au moins réduire notre extraction à partir des mines qui est pour l'instant en croissance. Voilà, je remercie évidemment tous les membres fondateurs à la fois de la fondation, mais aussi de la chaire. À nouveau, je le répète, moi-même, j'initie CIGEP depuis à peu près 2-3 ans, donc c'est un sujet que je trouve extrêmement intéressant, mais il nous faut davantage de progrès sur les connaissances, les données, la recherche sur ces questions-là. Donc, je serais très heureux de prendre des questions s'il y en a, voilà, des perspectives aussi. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Florian. Pour ceux qui veulent poser des questions, je vous invite à activer votre micro ou votre caméra. Et sinon, pour les personnes qui sont dans la salle, ce sera plus facile. Je vais arrêter le partage. Oui. Et puisque personne ne se lance, je vais me lancer. Hervé Boileau, je suis responsable de la nouvelle spécialité d'ingénieur écologie industrielle et territoriale à Polytech. Et merci pour cette présentation très intéressante que j'espère pouvoir récupérer là et mettre à disposition de mes élèves ingénieurs. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup et que j'essaie d'introduire auprès de mes étudiants, c'est la notion de noblesse énergétique. C'est-à-dire, au debout de l'échelle, l'énergie noble, l'électricité, l'énergie, entre guillemets, roturière, la chaleur, et le cas de l'aluminium est super intéressant pour ça. Et parce qu'on ne peut faire que de l'électrolyse pour fabriquer l'aluminium neuf, et on refond, et donc éventuellement, bien entendu, avec de la chaleur fatale, de l'aluminium en fin de vie. Et je trouve que cette notion qualitative de l'énergie, il y a trop peu de gens qui l'exploitent, qui l'utilisent, et notamment sur l'aluminium. Mais ce qui est aussi amusant à voir, c'est que, comme j'enseigne par ailleurs le bilan carbone, jouer sur les taux de recyclage, c'est un des leviers qui peut être intéressant pour une entreprise, mais c'est assez, comment dire, artificiel. C'est-à-dire que je fabrique des fenêtres en aluminium, je veux imposer à mon fournisseur 80% d'aluminium recyclé, et j'améliore considérablement mon bilan carbone. Donc, ça prouve quand même l'importance qu'on devrait accorder à ce recyclage et à cette réutilisation de la matière. Mais je redis, moi, ce qui me semble manquer dans beaucoup d'analyses, c'est cette notion de noblesse de l'énergie. Alors, c'est un commentaire par rapport à votre commentaire. Merci Hervé. Alors, moi, je vous rejoins totalement. La question de la qualité de l'énergie, c'est une question d'ailleurs que j'avais explorée, mais pour d'autres questions qui n'étaient pas directement reliées à la question des matières premières, auparavant dans mes travaux. Effectivement, on ne peut pas mettre sur le même plan la chaleur et puis l'électricité, puisque effectivement, l'électricité, on va soi-même perdre de l'énergie pour la produire. On a des problèmes de rendement, etc. Donc, il faut la réserver aux usages quelque part les plus importants, les plus élémentaires. Alors, la question de l'aluminium, elle est intéressante, certes, mais je trouve qu'elle n'est pas représentative de l'ensemble des métaux. C'est-à-dire qu'effectivement, l'aluminium, c'est un des métaux où on va utiliser beaucoup d'électricité, notamment en amont. Mais de mes souvenirs, quand j'ai regardé un petit peu les différentes ACV des différents types de métaux, ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve pour un grand nombre de métaux, même de base, où on va avoir souvent des mix, notamment d'énergie, qui vont être très carbonés, qui vont contenir beaucoup moins d'électricité. Notamment l'extraction du cuivre, de mes souvenirs, on va utiliser beaucoup d'hydrocarbures, à la fois pour l'extraction, mais même pour la transformation. Donc, je pense que l'aluminium, c'est intéressant, mais je ne suis pas sûr que ça soit totalement représentatif de l'extraction de l'ensemble des métaux, où on va utiliser beaucoup d'hydrocarbures. Après, là où effectivement ça joue quand même, c'est que de toute manière, l'électricité va quand même, alors ça dépend du mix énergétique qu'il y a derrière,
mais va quand même générer des gaz à effet de serre. Donc, à moins de se baser essentiellement sur beaucoup d'hydraulique, ce qui est quand même le cas dans pas mal de production d'aluminium, on a quand même la question des gaz à effet de serre qui se pose. Et même si c'est de l'hydrocarbure, évidemment, ça génère un certain nombre de problématiques. L'énergie, c'est une grande partie du problème des métaux, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la question de l'eau, des différents types d'intrants, et je pense notamment aux acides qui vont être utilisés pour pouvoir récupérer les métaux dans certains gisements. D'ailleurs, ces acides, c'est une forme d'énergie grise, parce que pour produire ces acides, ça nécessite bien souvent beaucoup d'énergie. Donc, ces problématiques, elles sont très larges, et je pense qu'elles méritent effectivement d'être posées. Bon, je ne l'ai pas évoqué parce que la présentation était déjà quand même très longue. On ne peut pas tout évoquer à la fois, mais c'est une question qui mérite totalement effectivement d'être intégrée à la question du recyclage. Donc, je pense qu'il faut comparer effectivement à la fois les quantités énergétiques sous une même unité comme le gigajoule. Ça peut avoir du sens quand on compare recyclage et leur équivalent primaire. Mais évidemment, il faut aller plus loin et regarder le contenu de cette énergie, la forme de cette énergie, la qualité de cette énergie et puis comment on produit cette énergie. Donc tout ça, effectivement, mérite la question d'être, ça mérite vraiment d'être cru. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Je m'appelle Jean-Baptiste Dion, je travaille pour l'industrie du dispositif médical. Et, je suis un ancien étudiant ici à l'IAE. En formation continue. Moi, j'avais une question. Vous avez parlé de la volatilité des coûts de certaines matières premières pour des raisons un peu géostratégiques. On a vu le cas de la Chine qui a joué ça comme une arme, en fait, aussi dans une certaine mesure. Comme le traitement de ces matériaux est fait principalement dans certains pays, est-ce que le fait d'avoir des mines urbaines, on va dire riches en Europe, parce qu'on a vu les matières premières appliquées comme vous l'avez montré ici, on ne va pas se retrouver face à un manque de savoir-faire du traitement de ces produits, sachant qu'ils sont en général traités à distance aussi ou en proximité des mines primaires? Oui, alors la question du capital humain, si je puis dire, c'est une vraie question qui se pose. Il y a un article de Jacques Varret, qui était un ancien président de l'Institut géologique français, donc le BRGM, qui avait écrit quelque chose là-dedans dans Futuri, il me semble, en 2007, et qui avait montré qu'en fait, on avait des vraies compétences en France jusqu'aux années 90 dans la question d'extraction et puis de la transformation. Et puis comme en fait, la France n'est plus du tout un pays minier aujourd'hui, et que de plus en plus, comme vous l'avez souligné, même une grande partie de la chaîne de valeur, notamment de la transformation, a lieu dans d'autres pays. Je pense notamment au cas des terres rares. En fait, la Chine a fait en sorte aussi que toute l'industrie de la transformation, et ça se pose aussi pour les batteries, qui sont essentiellement maintenant réalisées en Chine et en Corée du Sud, tout ça est maintenant localisé aussi dans ces pays-là. Et ça pose évidemment la question de l'appauvrissement du capital humain et de nos compétences qu'on conserve sur ces questions, parce que notamment dans cet article de Jacques Varret, en fait, il avait montré qu'une grande partie des spécialistes sur ces questions, ils sont partis à la retraite, ils n'ont pas été renouvelés et ils ne vont pas être renouvelés. Et du coup, on ne serait peut-être pas en capacité de pouvoir rapidement monter en puissance pour pouvoir mettre en place des procédés de recyclage et de production. Donc, c'est vrai que c'est une question qui se pose. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions-là, mais je sais que la problématique existe. Et peut-être qu'il faudrait, remettre en avant toutes ces formations en ingénierie minérale, en génie chimique, etc., pour justement former les spécialistes de demain. Parce que quand bien même on a la motivation, si on a la volonté publique de le faire, mais qu'on n'a pas les moyens humains de le faire, on va se retrouver face à un goulet d'étranglement. Donc c'est une question qui évidemment se pose. Ouais, effectivement. En termes économiques, il y a la problématique de chaîne de valeur aussi, parce que jusqu'à présent, il y a beaucoup de produits qui ont été retournés dans certains pays, encore dans l'exemple de la Chine, parce que les conteneurs repartent souvent à vide. Du coup, le coût de la valeur de retour est extrêmement faible. Ouais, je ne l'ai pas du tout abordé, mais effectivement, on a toutes les pratiques de commerce international où effectivement, on a une fuite aussi de la matière première vers l'étranger, où on a pendant très longtemps délégué de façon légale, mais aussi illégale, des déchets, la gestion des déchets à d'autres pays du monde.
Donc, évidemment, ça proscrit la possibilité de récupérer facilement cette matière. Et surtout, ce qui avait été montré, c'est que dans un certain nombre de catégories de déchets, notamment la récupération des métaux précieux, mais aussi du cuivre, dans les déchets électriques et électroniques, c'est souvent fait dans des conditions de recyclage artisanal qui sont à la fois extrêmement, qui ont un bilan humain qui est vraiment très défavorable par rapport à nos technologies européennes. Mais surtout, je ne dirais pas surtout, mais moi, de mon point de vue, de ma spécialité, c'est surtout des aspects aussi du point de vue du taux d'efficacité de recyclage, qui est souvent bien en deçà de ce qu'on obtient avec des mines, des technologies moins primaires, quoi, moins rudimentaires. Donc, effectivement, il y a cette question du recyclage des déchets et de la fuite de ces déchets vers d'autres parties du monde. Néanmoins, j'ai l'impression que c'est de plus en plus remis en cause, notamment par un certain nombre de pays en développement qui en ont assez en fait, de devoir traiter ces déchets, se retrouvent avec des montagnes de déchets à gérer qui ne sont pas les leurs, et ça pose des grosses problématiques environnementales. Donc, on voit de plus en plus de pays qui refusent en fait, les cargos de déchets et qui les renvoient à leurs propriétaires. Donc, je pense que d'une manière ou d'une autre, on va être forcé de toute façon de se poser la question de la gestion de nos déchets en propre. Et je pense que ça peut être aussi l'opportunité de se dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas les recycler plutôt que les incinérer ou les mettre de côté et les enfouir? Oui. Puis je crois de Sophie, dans la continuité de cette question, en Europe, pour les D3E, on a des réglementations, on est obligé, on paye les coûts-participation à chaque fois qu'on achète un produit pour payer les éco-organismes qui retraitent normalement ces déchets. Considérer que ce n'est pas suffisamment efficace, on en est où en matière de la filière justement, des industries du recyclage par rapport déjà à la source que l'on a? Justement, la grosse problématique du recyclage, pour l'instant, c'est honnêtement, moi je vous le dis à l'heure actuelle, c'est qu'on a très peu d'informations. Moi, j'ai du mal à obtenir des données. On connaît assez bien les concentrations, ça je peux le montrer. J'ai collecté un certain nombre d'infos sur les concentrations des différents éléments dans les déchets. Par contre, en ce qui concerne le recyclage, moi j'ai très peu d'éléments à fournir. On a des statistiques très agrégées qui sont fournies par Eurostat sur l'ensemble de la catégorie, mais par contre, et c'est un peu la contribution de mon article de 2020, c'est que c'est pour les circuits imprimés d'ordinateur, c'est les seules données que j'ai pu trouver où j'ai un taux d'efficacité du recyclage par élément dans un produit particulier. Et un peu la grosse contrainte, c'est pour comprendre toute cette chaîne de valeur et qu'est-ce qui est bloquant véritablement. Je pense qu'il va falloir aller dans le détail et trouver des données à la fois par catégorie de produits, parce que je pense que c'est très différent selon les catégories de produits, et même au sein d'un produit, pour avoir des données sur effectivement ce qui est ciblé par le recycleur avec plus ou moins d'efficacité, quels sont les éléments qui sont priorisés par rapport à d'autres. Et nous, en tant que chercheurs, notre contribution, ça sera justement d'apporter des éclairages, de mettre en face des paramètres qui permettront d'expliquer à la fois quels sont les paramètres qui semblent jouer sur ce taux d'efficacité et ce taux de collecte, et puis surtout, quelle est la contribution de chaque paramètre. Il y a probablement des paramètres qui jouent plus que d'autres, à nuancer selon les produits, selon les éléments, mais voilà, donc à l'heure actuelle, moi, je fais toujours un appel du pied de la part des éco-organismes, justement, qui ont en charge de suivre et de lancer des rapports et des analyses sur ces questions-là pour nous permettre d'accéder à ces données. Donc, c'est vraiment ça la problématique aujourd'hui. Solène Lycée de Cantanti qui dit êtes-vous en contact avec écosystèmes, éco-organismes de la filière d'exploitation en France? Pour l'instant, non, on n'a pas encore. On a un doctorant qui va commencer à travailler sur ces questions-là. Donc, on va commencer à prendre des contacts justement avec les différents éco-organismes pour voir s'ils sont plus à même de nous fournir ces données-là. Et puis, on va prendre contact aussi avec potentiellement les syndicats du recyclage, à la fois européens et français. Et puis, l'idée, ce serait évidemment aussi potentiellement de voir ce qu'en disent eux-mêmes les recycleurs. Et je sais que, par exemple, pour connaître des spécialistes d'analyse de cycle de vie, Umicore communique assez peu justement sur ces questions de ce qui recycle véritablement, quels sont les volumes traités. Voilà, c'est assez difficile d'avoir l'information là-dessus. Et vous savez pourquoi? Il y a une raison. Je suppose qu'il quand même qu'il y a des raisons stratégiques et économiques. C'est que le recycleur, en nous donnant ce type d'information, il dévoile quand même un peu son business model. Potentiellement, on peut inférer
la valeur économique qu'il récupère, les potentielles marges qu'il peut faire. Donc, là, c'est quand même, ça relève un peu de la stratégie industrielle. Et donc, c'est potentiellement aussi peut-être pour ça qu'on a du mal à avoir ces informations. Mais c'est une hypothèse. Dans le business model, il y a certainement une partie de financement public, d'une manière ou d'une autre, qui est importante. Et ça joue forcément dans le paramètre. Oui, donc il faut en dire pour continuer à pouvoir avoir. il faudrait qu'on puisse effectivement. Alors nous-mêmes, on n'est pas au gouvernement, ni même dans les instances du ministère de la Transition écologique et solidaire, donc on n'a pas un levier direct, mais effectivement, ça peut être un point de contact pour essayer d'accéder à ces données. Ça peut être effectivement une piste. Est-ce que je peux intervenir? C'est Solène Le Hérisset du Grand Antilles, je travaille à la direction de la valorisation des déchets. En tant que, alors nous, on a énormément de types de déchets de D3E qui arrivent dans nos déchetteries. Et en fait, on est en lien avec les éco-organismes parce que c'est eux qui nous financent la collecte, notamment écosystème. Et en fait, il y a des rapports qui sont mis à disposition parce que nous, on est quand même détenteurs de ces produits. On est censé suivre ce recyclage. Et du coup, il y a des rapports annuels qui sont fournis. Donc, il ne faut pas hésiter à rentrer en contact avec ces éco-organismes. Et je pense que je rebondis sur la remarque de Mélisse. Vous pouvez aussi contacter... il y a Nantais sur le territoire, il y a Escoffier qui ont des données. Enfin, Escoffier, c'est quand même un gros centre de récupération des D3E. Ils en démantèlent une partie, ils ont une filière. Après, il y a aussi Trivalet. Enfin, voilà, il ne faut pas hésiter à les contacter dans le cadre de vos recherches. Et c'est des données publiques, notamment pour les éco-organismes. D'accord, c'est super, on va regarder tout ça en détail. J'espère qu'il y aura un niveau suffisamment désagrégé de données pour qu'on puisse inférer des choses, mais effectivement, c'est des pistes qu'on va explorer. Oui, ils ont des rapports annuels à fournir entre ce qui a été collecté dans les déchetteries et ce qui est parti en recyclage et le pourcentage de matières recyclées par la suite. Et vous avez une idée si c'est par matériaux, si c'est vraiment le volume total, le tonnage total, et si c'est par produit ou pas On est plutôt par produit pour les déchets électroniques et électriques. Mais il faut pas, contactez-les. Après, nous, ce qu'on regarde, c'est le pourcentage de tonnage collecté par an et ce qui a été valorisé derrière. Après, on ne va pas rentrer dans le détail si c'était par métaux, quoi. Mais eux, ils doivent avoir ces données parce que c'est une obligation de suivi. C'est le même type de suivi que les matériaux issus du tri sélectif. Emballage, papier, et après, on sait vers quelle filière c'est allé vers le PET, PEHD, et puis ça a permis à la suite il y a tant de pourcents qui sont retournés fabriquer de nouveaux produits. Super. Écoutez, je vais prendre toutes ces coordonnées, puis on va essayer de voir ce qu'on peut obtenir comme données, mais ce serait bien qu'on puisse avancer au moins sur la vision par produit, peut-être pas aller sur le détail par élément, mais ce sera déjà un bon point de départ. Merci. Je vous enverrai le contact de Florian à la fin de ce webinaire et comme ça, vous pourrez lui transmettre des contacts que vous pensez pertinents directement. Bonjour, Frédéric Rouvert de Pfeiffer. Oui, je peux me permettre de poser une dernière question peut-être? Oui, allez-y. Oui, je voulais juste parler des fontes. Vous n'avez pas du tout, vous n'avez pas indiqué d'éléments par rapport aux fontes. Vous avez beaucoup parlé des métaux, par exemple. Mais est-ce que vous avez des éléments par rapport au recyclage des fontes? Je pensais notamment à un des premiers transparents, première slide que vous avez présenté sur les économies d'énergie réalisées en recyclant. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières? Est-ce que ça se fait bien? Quels sont les éléments que vous auriez en votre possession? Pardon, sur les fontes, vous m'avez dit, c'est ça? Ouais, sur tout ce qui est fonte, en fait. Je ne suis pas un spécialiste, parce que ça concerne surtout quand même beaucoup les métaux de base. Oui. Mais je ne me suis pas focalisé là-dessus, parce qu'à nouveau, je suis surtout quand même sur la question des métaux mineurs, parce que c'est là-dessus que ça blesse le plus en termes de taux de recyclage. Donc, pour l'instant, non, je n'ai pas trop exploré cette question des éléments qui sont déjà bien recyclés, et notamment au travers des fonds. Donc, je n'ai pas regardé dans le détail comment on récupère. Mais je pense que, par contre, pour le coup, il y a de la littérature là-dessus. Parce que ça, en fait, c'est ce que j'ai pu montrer dans mon article de 2020. C'est qu'autant, comme un grand nombre de métaux majeurs sont très bien recyclés, on a beaucoup de littérature qui ont essayé de documenter la réponse, notamment de l'industrie de recyclage à une montée des prix en termes d'offres de recyclage. Et
du coup, pour pouvoir documenter cette réponse et l'évaluer, ils se sont concentrés justement sur ces métaux qui sont déjà D'accord. très bien cyclés. Mais en fait, ça ne nous dit pas comment et pourquoi on a au contraire tous ces métaux mineurs qui ne sont pas du tout recyclés. D'accord, Mais par ok. contre, on peut avoir, je pense, de la donnée, même de l'information sur le comportement de l'industrie de recyclage, que ce soit l'aluminium, l'acier et puis le cuivre. Il y a quelques études qui ont été publiées sur la question. D'accord, ok. Merci bien. Merci beaucoup. Et on arrive au terme du webinaire. Si vous avez d'autres questions, je vous enverrai le contact de Florian pour discuter en direct avec lui. Merci à tous de votre présence. Il y a pas mal de remerciements dans le chat, je te laisserai regarder. Et puis, je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire non, ce sera une masterclass sur la fin de l'année, dont la date reste encore à préciser. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci.